Bonjour à toutes et à tous. Donc, Xavier Przeborowski, conseil en propriété industrielle. J'interviens aujourd'hui en ma qualité de correspondant régional de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle que je vais vous présenter très rapidement. C'est un petit spot à caractère publicitaire et institutionnel, histoire de présenter notre chère profession. Merci beaucoup. Alors, voilà, comme l'a dit, alors je vais peut-être me mettre par là, excusez-moi. Comme l'a dit Philippe, lorsqu'on entend ou on parle propriété industrielle ou propriété intellectuelle en France, on pense tout de suite INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, donc qui est l'office national français qui examine et délivre les titres, c'est sa mission régalienne, qui bien entendu diffuse également les informations donc relatives aux titres de propriété industrielle au travers des bases de données, brevets, marques, modèles et dessins, qui sont en accès libre et gratuit aujourd'hui sur Internet. Et je pense qu'il est bon de le rappeler, et Philippe, je pense, fera un laïus plus conséquent tout à l'heure. L'INPI a également, depuis maintenant plusieurs années, depuis 2004, mis en place un programme d'accompagnement des TPE-PME en matière d'intégration de la propriété industrielle comme composante de la stratégie de développement extrêmement performant, au travers notamment des prédiagnostics de propriété industrielle, au travers des passes pays et également de la masterclass. Mais là, Philippe, je te laisserai le soin d'évoquer le sujet. Alors bien entendu, j'ai envie de dire aujourd'hui que pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie propriété intellectuelle au sein de son entreprise, il existe une profession d'irréductible conseil juridique que sont les conseils en propriété industrielle. Alors pourquoi irréductible? Parce que c'est la relique des conseils juridiques qui n'a pas fusionné en novembre 90 avec cette fameuse loi qui a fait que les conseils juridiques sont devenus des avocats. De par la spécificité de notre profession, nous avons été maintenus, je dirais, dans nos prérogatives. Alors notre profession, notre métier consiste à conseiller, assister et représenter nos clients devant les offices de propriété industrielle afin d'obtenir, de maintenir et d'exploiter et de défendre leurs droits de propriété industrielle et même intellectuelle. On va intégrer également tout ce qui relève de la propriété littéraire et artistique. Alors, le champ d'intervention est très vaste. On entend souvent, effectivement, ces trois piliers que sont les brevets, les marques, les modèles et dessins. Les brevets protègent les innovations techniques, les marques, les signes distinctifs, les dessins et modèles, le design. Le champ d'intervention est beaucoup plus vaste, puisque nous intervenons également en matière de protection, par exemple, des logiciels, également en matière de protection des appellations d'origine protégée, des indications géographiques. Il y a toutes les études faites en amont, des formalités de dépôt au travers des libertés d'exploitation en matière de brevets, des recherches d'antériorité en matière de marques et brevets, des avis de conseil juridique pour accompagner nos clients dans la stratégie idoine, et également ensuite en aval, toute la stratégie de valorisation et d'exploitation, donc en matière bien sûr de contractualisation de partenariat, et également, de défense dans le cadre des phases de précontentieux, opposition en matière de marque et de brevet, mise en demeure, etc., etc. Notre compétence, en fait, nos attributions, pour ainsi dire, si on les compare à celles d'un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, s'arrête à la salle des pas perdus. C'est-à-dire que nous n'avons pas la capacité à ester en justice. Après, nous travaillons en partenariat avec nos avocats partenaires afin d'accompagner nos clients si effectivement il y a contentieux judiciaire. Alors cette belle profession que sont les conseils en propriété industrielle, donc d'une part conseils en brevet pour celles et ceux qui sont spécialisés, je dirais, dans le domaine technique, donc les ingénieurs, les scientifiques, ou alors les juristes qui sont plus conseils en marque, modèle et dessin. On a cette dichotomie. Donc on est tous membres d'un ordre professionnel qui est la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, qui aujourd'hui a été instituée par la loi de 90, qui est l'unique organisme professionnel qui représente les plus de 1000 conseils en propriété industrielle qu'il y a en France. Chaque CPI est membre obligatoirement de la compagnie, c'est-à-dire qu'on est vraiment une profession réglementée. J'insiste bien sur ce point. Qui dit profession réglementée dit responsabilité, notamment responsabilité civile professionnelle. On a des assurances par rapport aux actes que l'on accomplit. On est également tenu au secret professionnel, au même titre que les avocats, article 422-11 du Code de la propriété intellectuelle. Je connais mes classiques. Et enfin, nous sommes également tenus, je dirais, à éviter, tant que faire se peut, le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que très clairement, si on travaille pour deux entreprises qui sont en bisbille permanente, à un moment donné, ça va poser un problème.
Donc il faut qu'on, je dirais, fasse les bons choix dès le départ. L'objectif n'est pas de courir après une constitution de portefeuille, il faut qu'on prenne en considération ces aspects-là. On va être, bien entendu, en tant que, je dirais, prestataire externe, force de proposition sur l'ensemble des sujets qui traitent de propriété intellectuelle, comme Emmanuel et Franck le témoigneront tout à l'heure. Et bien entendu, on est en quelque sorte, on représente cette garantie de compétence, d'indépendance et de moralité au travers effectivement d'une profession qui est gérée par un règlement intérieur et un code de déontologie qui est consultable sur le site de la CNCPI qui a fait peau neuve aujourd'hui même. Alors, j'ai été trop vite. Donc rapidement pour terminer, les missions de la compagnie sont bien entendu de représenter la profession de conseil en propriété industrielle auprès des instances, notamment gouvernementales, auprès des ministères. On peut dire que la compagnie peut de temps à autre faire quelques petites actions de lobbying, dans le bon sens du terme. C'est de s'assurer bien entendu du respect des règles de déontologie professionnelle. La compagnie a en son sein une chambre de discipline, par exemple, pour effectivement faire en sorte que la déontologie de la profession soit respectée. Bien entendu, au-delà de ses fonctions de représentation, la compagnie défend également les intérêts de la profession de CPI, notamment dans le cadre, je dirais, des grandes consultations gouvernementales, l'objectif étant de continuer à être et à accompagner nos clients. Et enfin, l'objectif de la CNCPI est surtout de développer et de promouvoir la profession de conseil en propriété industrielle au travers d'actions de formation et la propriété intellectuelle en général au travers des actions de sensibilisation comme celle-ci en partenariat avec l'INPI. Voilà rapidement une présentation de la profession. Je reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions complémentaires, peut-être en fin de présentation. Et je laisse la parole donc à Philippe. Merci Xavier. Xavier est parti avec ton... Bonjour à tous. Donc ce matin, voilà, il m'a été confié la lourde tâche de vous parler de la protection de vos innovations dans le domaine du numérique. Si vous êtes là ce matin, c'est que peut-être que vous avez mis au point des innovations dans le domaine du numérique. Peut-être même sans le savoir, vous avez donc créé des actifs immatériels. Vous avez dépensé de l'argent, investi du temps, de l'énergie, et tout ça, ça mérite bien entendu d'être sécurisé. Parce que quoi qu'on en dise, le domaine du numérique n'est pas un domaine qui est exclu de la propriété intellectuelle. Et quoi qu'on en dise aussi, tout ne se résume pas à la seule question de la brevetabilité. Quel intérêt y a-t-il à protéger ces actifs immatériels? Eh bien, ça va être transformer ces innovations en valeur. Bien entendu, tout d'abord, une valeur économique. Le fait de mettre en place une innovation efficace va vous permettre d'accroître vos revenus, de créer des emplois, de valoriser votre recherche. Également, une valeur patrimoniale à travers votre portefeuille de titres. L'entreprise va s'enrichir en actifs immatériels et vous allez donc disposer de revenus, de sources de revenus tangibles. Également, une valeur sociétale. Il faut savoir que le droit de la propriété intellectuelle prévoit des moyens de reconnaissance des créateurs et également des moyens de rémunération des inventeurs salariés. Et enfin, bien entendu, dans notre monde d'aujourd'hui, une valeur au niveau de l'image, valoriser ses créations, valoriser son innovation, va vous permettre réellement de décupler votre crédibilité auprès de vos clients, auprès de vos concurrents, également auprès de vos partenaires, notamment vos partenaires financiers. Je pense notamment au cas des levées de fonds, etc. Donc ça peut vraiment être très utile. Donc pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, je vous propose d'aborder le sujet à travers 4 étapes. Tout d'abord, un aperçu de ce qui est ni plus ni moins qu'une caisse à outils, celle des droits de la propriété intellectuelle, avec quel outil on va pouvoir protéger quel type de création. Deuxième volet, à quel coût peut-on obtenir ces protections?
Un troisième volet sur des bonnes pratiques, des précautions que vous pouvez mettre en œuvre. Et enfin, on terminera par un aspect valorisation. C'est bien beau d'acquérir des moyens de protection, de se protéger, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Pour vous illustrer les différents outils de protection, je vous propose de prendre l'exemple d'une célèbre application que je pense pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, c'est l'application Shazam. Donc pour la petite histoire, tout au départ, en 2000, c'est 3 étudiants de Stanford qui vont avoir l'idée de créer un logiciel de reconnaissance de chansons. Pour ceux qui s'en rappellent, au départ, les reconnaissances se font via SMS. Il faudra vraiment attendre 2008 et l'arrivée de l'iPhone pour que l'application prenne son envol. Depuis, ils ont parcouru, pas mal de chemin a été parcouru, puisque l'année dernière, l'application a été acquise par Apple pour environ 400 millions de dollars. Donc c'est tout le mal que je vous souhaite. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est tout simple, juste une bonne idée au départ. Voilà. Donc si on se penche sur Shazam, on va tout d'abord voir ce qui est directement perceptible. Donc un logo, un nom, une esthétique particulière. Et puis on va également avoir tout ce qui permet à l'application de fonctionner. Donc tout ce qui concerne le programme d'ordinateur, la base de données et l'algorithme. Donc vous voyez qu'à partir d'une innovation numérique, on peut avoir finalement de nombreuses créations sous-jacentes. À partir de ces créations naissent, ou alors on peut faire naître, des droits de propriété intellectuelle. C'est pour ça que vous avez les différentes créations qui sont réparties de part et d'autre de l'écran, parce qu'il y a une différence fondamentale pour l'acquisition et les modalités d'obtention des droits. À droite, donc en rose, vous avez les programmes d'ordinateur qui vont pouvoir éventuellement être protégés par du droit d'auteur si les programmes font preuve d'une certaine originalité, d'un effort personnalisé. Vous avez également les bases de données. La structure des bases de données, comme les programmes d'ordinateur, pourra, sous condition d'originalité, être protégée par du droit d'auteur. Et il existe également, pour protéger le contenu, un droit particulier qui est le droit des producteurs de bases de données, qui va donc protéger le contenu s'il y a eu un investissement au niveau humain. Ça va venir vraiment récompenser l'investissement au niveau humain, au niveau matériel également. S'il y a eu un investissement pour récupérer les informations, les vérifier et vraiment les mettre, les structurer et les présenter correctement. Donc vous voyez, ces droits, pour les acquérir, il n'y a pas besoin de formalités particulières, pas besoin de déposer quoi que ce soit. Par contre, le jour où il y a une copie du programme d'ordinateur ou une aspiration, par exemple, de données de la base de données, là, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, puisqu'il faudra être en mesure de pouvoir prouver qu'on est l'auteur du programme d'ordinateur et depuis quand, sur quel contenu exactement, et sur la base de données, pouvoir prouver les investissements qui ont été réalisés. Ça, ce n'est pas un problème si vous avez anticipé et en amont que vous avez acquis des preuves de date de création. À gauche, au contraire, ça concerne tout ce qui est propriété industrielle. Donc vous avez les modèles qui vont protéger l'aspect esthétique, le design d'un produit, la marque qui va être un signe distinctif qui va vous permettre de vous distinguer de vos concurrents, et enfin le brevet qui va protéger les caractéristiques techniques d'un produit. Pour obtenir ces droits, il faut réaliser un dépôt auprès d'un office, comme l'office, l'INPI, qui est l'Office national français, auprès duquel on dépose les titres. Donc là, il y a vraiment une formalité de dépôt, il faut réellement formaliser le dépôt. Ces trois droits, ces trois titres donnent un monopole d'exploitation.
sur un territoire donné, pendant une durée déterminée, en contrepartie d'une publication. Donc vous voyez qu'il existe pour différents types de création tout un tas de protections qui sont possibles et qu'il va falloir utiliser à bon escient. Je vous propose, toujours avec comme fil conducteur l'application Shazam, de voir chacun de ces titres de protection possibles. Tout d'abord, les marques. Les marques, ça va vraiment être un signe distinctif qui va vous permettre de vous distinguer de vos concurrents. Juridiquement, ça va être un signe distinctif. Donc ça peut être un ensemble de lettres, un ensemble de chiffres, un logo également ou un slogan qui va être associé à un périmètre de protection déterminé, constitué de produits et de services qui vont être listés au dépôt. Donc, pour obtenir la protection par marque, il faut que ça réponde à un certain nombre de critères. Le premier, c'est la disponibilité. Le principal, c'est la disponibilité. Il faut bien vérifier et s'assurer avant de déposer sa marque qu'il n'y ait pas déjà eu une marque de déposer ou bien un nom de domaine, une dénomination sociale qui a déjà été déposée pour des mêmes produits et services. Également, il ne faut pas que la marque soit descriptive, décrive l'activité décrive votre activité. Au niveau de la durée, on est sur 10 ans renouvelables tous les 10 ans éternellement. Donc il faudra bien penser tous les 10 ans à renouveler sa marque. Alors Shazam dispose d'un portefeuille de marques qui est assez important puisqu'il dispose d'un portefeuille d'environ 70 marques. Vous pouvez voir différentes formes, donc des logos, des slogans, des marques verbales. Donc ils se sont protégés vraiment sur de nombreux territoires sur la planète. Deuxième outil envisageable, les brevets. Contrairement aux idées reçues, il existe de nombreux dépôts de brevets dans le domaine du numérique. Et contrairement aux idées reçues, pas seulement aux États-Unis. Juste à titre illustratif, il faut savoir que respectivement les télécoms et l'informatique représentent les 2 et 3e secteurs en termes de nombre de dépôts auprès de l'Office européen des brevets. Donc c'est loin d'être négligeable, ces chiffres en plus sont en constante augmentation. Il faut savoir qu'en 2017, il y avait plus de 11 000 demandes de brevets qui ont été déposées dans le domaine du numérique. Donc 5% qui venaient de déposants français. Donc vous pouvez voir que c'est loin d'être anecdotique. Pour obtenir un brevet, il faut que votre invention respecte un certain nombre de critères. Tout d'abord, il faut que ce soit une invention, c'est-à-dire une solution technique à un problème technique. Deuxième critère, il faut que votre invention soit nouvelle, c'est-à-dire qu'elle n'appartienne pas déjà à l'état de la technique. L'état de la technique, c'est quoi? C'est tout ce qui a été rendu accessible au public avant votre date de dépôt. Vous voyez que vous n'avez pas de limite ni géographique, ni temporelle, ni au niveau de la nature du support. Dès lors qu'une information a été divulguée, elle intègre l'état de la technique. Et du coup, ça ne pourra plus être breveté. Quand bien même la divulgation vient de la personne qui dépose la demande de brevet. On peut s'auto-antérioriser. Voilà. Troisième critère, c'est l'activité inventive. Même si votre brevet est nouveau, il faut qu'il fasse preuve d'activité inventive, c'est-à-dire qu'il ne soit pas évident. Et quatrième critère, qui est un critère qui pose rarement problème, mais je l'énonce quand même, c'est l'application industrielle. Il faut que votre invention puisse être fabriquée ou utilisée dans différents domaines de l'industrie. Au niveau de la durée, on est sur 20 ans au maximum à compter de la date de dépôt de votre demande de brevet. Et petite spécificité, chaque année, vous allez devoir payer des annuités pour maintenir le brevet en vigueur. Si vous ne payez pas l'annuité, le brevet va tomber dans le domaine public, il n'y aura plus de protection, tout le monde pourra l'utiliser sans problème.
il faut savoir que Shazam dispose d'un portefeuille de brevets d'environ 30 familles de brevets. Donc vous voyez que c'est loin d'être négligeable aussi. La première demande a été déposée au EP, c'est auprès de l'Office européen des brevets, en 2000. Donc voilà, vraiment pour illustrer que le domaine du numérique est également concerné par le droit de la propriété intellectuelle. On ne pourrait pas parler, bien sûr, de protection dans le numérique sans parler de la protection des logiciels. Contrairement aux idées reçues, on entend souvent dire qu'on ne peut pas protéger de logiciels. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a même potentiellement deux moyens de protection des logiciels. Le premier, ça va être une protection entre guillemets automatique par le droit d'auteur, dont on a déjà parlé tout à l'heure, où on va vraiment protéger la forme d'expression, l'aspect littéral des différentes lignes de code. Donc ça va concerner le code source, le code objet, le matériel de conception préparatoire. La condition, c'est l'originalité qui a été traduite dans la jurisprudence au niveau des logiciels par un effort intellectuel personnalisé. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de formalité à accomplir. La protection naît au moment de la création. Simplement, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, être en mesure de le prouver. Et pour qui ça va, qui ça va concerner, ça va être toutes les personnes qui créent une œuvre. Donc, il faut savoir que une personne qui crée une œuvre qui est originale va bénéficier, sans aucune formalité, du droit d'auteur. Il y aura la possibilité de céder ce droit d'auteur par des accords contractuels. Il y a une exception justement dans le domaine des logiciels où un salarié développeur n'aura, où le droit généré par le droit d'auteur va être transféré automatiquement à l'employeur sans qu'il y ait une nécessité de faire une cession des droits d'auteur. Donc c'est vraiment une spécificité à prendre en compte. Les droits d'auteur sont transférés automatiquement à l'employeur. Deuxième protection éventuellement possible, c'est la protection par les brevets. Donc comme je vous l'ai dit, le droit d'auteur va permettre de protéger la forme d'expression, mais pas tout ce qui concerne les fonctionnalités techniques. Pour ça, il y aura les brevets. Donc on aura une protection, quel que soit le langage de programmation utilisé, quelle que soit la manière de coder le programme. Les conditions, on les a vues tout à l'heure. Solution technique à un problème technique, nouveauté, activité inventive, application industrielle. Je ne vais pas revenir dessus. Par contre, là, il y a une réelle formalité de dépôt à réaliser, des recherches d'antériorité à faire, une rédaction à faire et un dépôt auprès d'un office. Et enfin, dernier outil de protection, les dessins et modèles. Là, ça va concerner la protection de l'aspect esthétique de vos produits, le design. Au niveau des critères, il faudra que la création soit nouvelle et ait un caractère propre, c'est-à-dire qu'elle ne suscite pas une impression de déjà-vu. Au niveau de la durée de protection, on est sur 5 ans, renouvelable 4 fois, donc pour un maximum de 25 ans. Donc voilà, à titre illustratif, ça peut concerner une interface utilisateur qui présente une esthétique particulière, ou alors des produits physiques qui présentent un design particulier que l'on souhaiterait protéger. Petite remarque, en parallèle de cette protection par le dessin et modèle, donc qui nécessite un réel dépôt auprès d'un office, si le produit fait preuve d'originalité, on pourra en parallèle bénéficier d'une protection par le droit d'auteur. Voilà, les deux vont exister en parallèle. Après avoir fait donc un tour d'horizon des différents outils de protection, voyons à quel coût est-ce qu'on peut les obtenir. Là, j'espère ne pas vous décevoir. Vous ne voyez pas apparaître de chiffres, et ça pour plusieurs raisons. C'est que les coûts vont directement dépendre du périmètre de protection
qui va être recherché au moment du dépôt. Par exemple, pour une marque, ça va dépendre du nombre de produits et de services qui vont être listés au dépôt. Pour les dessins et modèles, ça va dépendre du nombre de vues qui vont être fournies au moment du dépôt. Également, une partie des coûts va dépendre directement des taxes, des procédures, et une autre partie, donc ça c'est connu, et une autre partie va dépendre des honoraires des professionnels auxquels vous pouvez faire appel. Et là, ces honoraires sont libres, donc ça ne permet pas de chiffrer exactement. Néanmoins, pour vous illustrer quand même les coûts que ça peut représenter, j'ai utilisé deux petits pictogrammes. Donc le pictogramme euro, qui assez instinctivement va représenter le coût financier qu'une protection peut représenter, en termes de taxes, bien entendu, mais également pour des prestations auprès des professionnels, donc une recherche de disponibilité pour une marque, une recherche d'antériorité, une rédaction d'une demande de brevet auprès d'un professionnel. Et puis, vous avez un deuxième petit pictogramme, qui est, on va dire, une sorte de dossier qui va à la fois être représentatif du temps que ça va représenter, tant au niveau des procédures, tant pour mettre en place sa stratégie, et également qui va représenter, on va dire, la complexité au niveau de la procédure, etc. Donc vous voyez qu'en termes de brevet, on est sur des coûts qui sont vraiment les plus importants. Il y a un formalisme des rédactions qui est assez important, des recherches à fournir en amont qui sont assez importantes. Et bien sûr, mécaniquement, en allant à l'international, on va avoir des coûts qui vont être décuplés, une multiplication des procédures. On va peut-être être obligé de fournir des traductions, avoir des représentants dans différents pays, donc ce qui va accroître les coûts en termes de brevets. Je ne vais quand même pas vous laisser complètement sur votre faim, pour vous donner des ordres de grandeur, pour vous protéger en faisant appel à un professionnel pour une marque française. On sera sur une enveloppe d'environ 800 à 1000 euros. Pour un brevet au niveau français toujours, on sera sur une enveloppe d'à peu près 5000 euros. Voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est libre, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur des coûts que ça peut représenter. Maintenant, voyons quelques bonnes pratiques, quelques précautions que vous pouvez mettre en œuvre pour vous protéger. La première, c'est regarder autour de vous. Il faut bien avoir conscience que même si vous décidez de ne pas vous protéger, les autres le font. Et je vous ai dit tout à l'heure que la contrepartie au dépôt, ça va être la publication. Donc, les différentes innovations vont intégrer les différentes bases et vont être accessibles par tout un chacun. Par exemple, en matière de brevet, les demandes de brevet vont être publiées 18 mois après le dépôt de la demande de brevet. Il va être extrêmement important de consulter ces bases. Alors là, je vous ai donné quelques exemples. La base marque, la base brevet qui sont accessibles directement via le site de l'INPI, qui vont rassembler tous les titres qui ont un effet en France. Et ensuite, vous avez également vous avez deux exemples de bases qui montrent des titres déposés à l'étranger. TMView, qui va rassembler les marques à l'étranger, et EspaceNet, qui va représenter la littérature brevet mondiale. Pourquoi est-ce qu'il est extrêmement important d'aller consulter ces bases? Eh bien, ça va être, par exemple pour un brevet, de vérifier, de faire une recherche bibliographique, voir ce qui a déjà été fait, quelles solutions ont déjà été apportées à une problématique technique. Vous allez également pouvoir vous inspirer également de ce qui a pu être fait dans d'autres domaines. Qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Également, vous assurer que vous n'êtes pas en situation de contrefaçon. Vous allez vérifier votre liberté d'exploitation, vérifier qu'il n'existe pas déjà un titre en vigueur sur votre territoire où vous avez votre activité qui protégerait votre innovation, sans quoi vous seriez contrefacteur.
une recherche, le cas échéant, une recherche de brevetabilité. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que ça fait preuve d'activité inventive? Et également, ça va vous permettre de voir ce que font vos concurrents, les surveiller, voir là où ils se protègent, éventuellement repérer des partenaires éventuels. Si vous êtes en recherche d'une expertise particulière dans un domaine donné, où votre entreprise n'a pas cette fameuse expertise, ça peut être vraiment un bon indice. Deuxième bonne précaution, préserver la confidentialité. N'hésitez pas à poser la mention confidentielle sur des documents qui sont importants à la suite de mails. N'hésitez pas à faire signer des accords de confidentialité si vous avez à discuter avec des partenaires de votre projet. Vérifiez également les clauses de confidentialité des contrats de vos salariés, des stagiaires, des personnes avec qui vous êtes amené à travailler. Sensibilisez également vos collaborateurs à l'importance de préserver la confidentialité. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous protéger contre l'espionnage économique. Également, ça va préserver vos possibilités de dépôt. Je vous ai dit avant que dès lors qu'une information était publiée, qu'elle était disponible auprès du public, c'était plus considéré comme nouveau. Donc, vous ne pourrez plus obtenir de protection par le brevet. D'où l'importance de vraiment garder la mainmise sur votre innovation, pour ne pas qu'elle soit divulguée à tort et à travers. Protéger aussi un savoir-faire particulier, le petit plus qui ferait la différence, que vos concurrents ne connaissent pas. Et pouvoir également agir en cas de violation du secret. Il faut savoir que le Code de la propriété intellectuelle prévoit dans ces cas-là des sanctions civiles, voire même pénales. Également, formaliser et dater vos créations. J'ai pas mal insisté là-dessus, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Soyez toujours prêts à prouver la titularité d'une innovation. À quelle date? Quel était le contenu particulier? C'est extrêmement important. Ça va également vous permettre de faciliter les négociations avec des partenaires. Je pense notamment à la recherche collaborative. Ça va permettre de savoir exactement ce avec quoi les uns et les autres étaient en connaissance et venaient avant de commencer le projet, pour répartir au mieux les résultats également. Matérialiser l'existant au sein de l'entreprise et invoquer éventuellement un droit de possession personnelle antérieur. Qu'est-ce que c'est? Si jamais sur une innovation technique, vous avez choisi de garder le secret, donc le secret a bien été respecté, ou alors vous n'avez pas encore eu le temps de formaliser, de déposer une demande de brevet, si quelqu'un vient déposer une demande de brevet exactement sur la même innovation et que vous êtes en mesure de prouver que vous étiez antérieurement en connaissance de cette innovation, vous ne pourrez pas empêcher la personne d'acquérir un brevet si bien sûr ça répond aux critères de brevetabilité, mais vous pourrez exploiter cette innovation. Ce sera une exception au brevet existant. Comment? Il y a différents moyens possibles. Le premier, c'est l'enveloppe solo, qui est un moyen qui a été mis en place depuis de nombreuses années par l'INPI. Ça vous parle peut-être. Initialement, c'était des enveloppes physiques. Maintenant, tout se fait directement en ligne. L'intérêt, c'est vraiment de pouvoir acquérir une preuve de date de création. À tel moment, j'étais en connaissance de telle innovation. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de formalisme particulier. Ça peut être uniquement que du texte, ou alors du texte avec des images, des photos, des organigrammes, voilà, des vidéos même. Vous pouvez également faire appel à un huissier ou un notaire. Également tenir des cahiers de laboratoire. Je sais que ça se fait beaucoup dans le domaine de la chimie, mais là il y a un formalisme assez important à garder.
ou notamment dans le domaine du logiciel, faire appel à des sociétés d'auteurs. Je pense notamment à des sociétés comme Logitas ou l'APP, l'Agence pour la protection des programmes, auprès desquelles vous allez pouvoir dater vos programmes d'ordinateur. Également, vérifier la titularité des droits. Vous avez peut-être mis en place quelque chose qui fonctionne bien, une innovation qui fonctionne bien, vous avez vérifié la faisabilité technique, etc. Néanmoins, posez-vous toujours la question, est-ce que je suis en droit d'exploiter cette invention? Dans quel cadre est-ce que j'ai innové? Est-ce qu'à ce moment-là, j'étais salarié? Peut-être le suis-je encore? Est-ce que c'est une mission qui m'avait été donnée par mon employeur? Est-ce que j'ai fait ça pendant mon temps de travail, avec des connaissances de mon employeur? Posez-vous vraiment cette question. Également, si vous avez fait, j'en parlais tout à l'heure, de la recherche collaborative, vous avez peut-être signé, et j'espère, un contrat qui va déterminer en amont la répartition des différents droits. Si vous avez fait de la recherche en collaboration, vous ne pouvez peut-être pas vous dire moi je pars tout seul dans mon coin et je protège le résultat d'une recherche collégiale tout seul dans mon coin. Ça, il faudra vraiment prendre garde à ça. Est-ce que je suis en droit d'exploiter cette invention? Ça vous évitera vraiment tout risque juridique et financier lors de l'exploitation et le devoir de vraiment devoir régulariser la situation après coup. Ah, c'est vrai, du coup, ça passe. Voilà. Donc on a vu différents outils de protection, quel coût ça peut engendrer, quelques bonnes pratiques. Maintenant, c'est bien beau d'acquérir des titres, mais qu'est-ce qu'on en fait régulièrement? Qu'est-ce qu'on en fait après coup? Donc l'intérêt, ça va vraiment être de valoriser vos innovations. Voici une image qui représente différents sens que peut prendre le terme valoriser. Valoriser, ça va être certes acquérir des revenus venant de l'exploitation de son innovation, direct de son innovation, ou alors les revenus venant d'une concession d'une licence, par exemple d'une marque. Mais ça va être également identifier et sécuriser vos relations avec vos partenaires. Également surveiller, et ça c'est très important, surveiller que vos droits ne sont pas utilisés par des tiers. C'est vraiment extrêmement important de mettre en place une veille et de vérifier que les droits que vous avez protégés ne soient pas utilisés sans votre consentement. Et bien sûr, si c'est le cas, être prêt à vous défendre. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit des moyens de défense si une innovation est utilisée sans le consentement du titulaire du titre. En conclusion, vraiment, s'il y a des choses vraiment que vous devez garder en tête ce matin, ça va être ces quatre réflexes-là. Le premier, identifier au plus tôt ce qui est protégeable. Qu'est-ce qui fait la différence par rapport à vos concurrents? Où est-ce que vous avez mis du temps, de l'énergie? Identifiez-le au plus tôt. Deuxième chose, on vient d'en parler, assurez-vous d'être en droit de le faire, d'être bien le titulaire, d'être en droit de vous protéger. Définir une stratégie de protection. On a vu qu'il existe différents outils de protection propres à différentes créations. Donc il faut vraiment utiliser les bons outils pour les bonnes innovations. Commencez peut-être par fractionner tout ça. Commencez peut-être par dater vos innovations, puis protéger ces innovations peut-être techniques, et en allant vers la commercialisation, vous protégez le produit par une marque, par exemple. Et enfin, surveillez. Très important, surveillez que vos droits ne sont pas utilisés sans votre consentement.
Vous vous dites certainement que tout ça, c'est bien compliqué. Je vous concède qu'il y a beaucoup d'informations. Il fallait faire vite, il n'y avait qu'une demi-heure, donc c'est assez synthétique. Sachez en tout état de cause que l'INPI est là pour vous aider, ainsi que de nombreux autres acteurs de l'innovation. On peut vous recevoir en rendez-vous pour vous informer. Si vous avez une entreprise, on peut se déplacer dans votre entreprise pour vous donner tout un tas d'informations. Et puis également, Xavier en a parlé tout à l'heure, l'INPI a mis en place un certain nombre d'outils d'accompagnement des entreprises pour les aider à les faire croître et les inciter à se protéger, à protéger leurs innovations. Donc un moyen dont Xavier a parlé, c'est le pré-diagnostic, qui va vous permettre de faire un réel état des lieux sur vos pratiques en matière de propriété industrielle. Et puis, il y a également un soutien financier également qui a été mis en place, qui va concerner un certain nombre de prestations, qui va vraiment avoir une valeur incitative pour vous rapprocher de professionnels pour réaliser certaines prestations bien identifiées, afin de protéger vos créations. Voilà. Ça, on peut en reparler tout à l'heure. Je me tiendrai disponible également si vous avez besoin d'informations. N'hésitez pas à consulter le site de l'INPI. Il y a un numéro également pour avoir quelqu'un au téléphone, des personnes formées sur les différents modes de protection, ou envoyer un mail pour obtenir des réponses. Voilà, je vous remercie. Et je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Si tout est clair, je sais que je suis allé vite. Il y a beaucoup de choses. Une question. Oui. J'ai un cas un peu concret. Au niveau du droit des marques, moi je sais que j'ai été en relation avec quelqu'un, par exemple, qui a déposé talent handicapé. Et il l'a déposé, donc effectivement, je suis allé vérifier sur le site de l'INPI, j'ai eu donc déjà ce réflexe-là. Et il se trouve que nous, on l'utilise, mais on n'écrit pas tout à fait pareil, on appelle ça talent handicap, avec un H. Est-ce que les marques doivent être similaires, enfin, notamment, c'est un petit peu plus large. Il faut faire pas seulement une recherche à l'identique, mais dès lors que ça se rapproche, qu'il y a une confusion possible dans la tête du public, voilà, il doit y avoir un gros warning, même s'il y a une différence au niveau de l'orthographe, au niveau de la consonance phonétique. Dès lors qu'il peut y avoir confusion entre deux marques, il vaut mieux s'abstenir de la déposer. Voilà. On dépose une marque, mais c'est un petit peu plus large que la marque exacte dans laquelle on dépose. Mais par exemple, eux ont déposé, non c'est ça, eux ont déposé talent handicap. Est-ce que nous on peut déposer talent avec un H? Il n'y a pas de confusion à ce moment-là? Après, moi je fais pas partie on a un service d'examen, donc je ne vais pas me prononcer à leur place. Surtout qu'il y a différents critères. Oui, juste Xavier qui est spécialiste. Conseil en marque, dire. Non, pour compléter ce que dit Philippe, il y a un point quand même qui est très important, c'est qu'il faut prendre en considération le critère de spécialité. Il existe par exemple déjà 2 marques Montblanc, une pour des crèmes dessert et une pour des stylos, indépendamment de l'aspect figuratif, logotypique, etc. Donc il faut vraiment prendre en considération cet aspect-là. Donc entre talent handicapé et talent handicap, par exemple, si vous êtes dans 2 secteurs d'activité qui ne présentent pas de risque de confusion, ça ne pose pas de problème. Maintenant, si effectivement il y a un risque de frottement, de friction en termes d'activité, vous allez accroître votre risque de contentieux. Entre talent handicapé et talent handicap, verbalement, je crains malheureusement qu'on soit en présence d'une fin de non-recevoir en cas d'une opposition. Après, entre talent et talent handicap, là par contre, je dirais que le mot talent ne va pas nécessairement évoquer dans l'esprit du consommateur final talent handicap, et inversement. Donc là, je dirais que sous réserve d'une étude plus approfondie nécessairement, mais je dirais que le champ est un peu plus large en termes d'exploitation de la marque. Voilà. Après, il faut toujours faire attention aux notions de marque qui peut être appréhendée comme une déclinaison
d'une marque de gamme, d'une marque corporate. S'il existe la marque talent pour des services dans un domaine lié aux services en lien avec le handicap, Oui. et que vous déposez talent handicap derrière, dans talent handicap, vous allez avoir la marque talent que vous reproduisez, qui sera antérieure, vous comprenez. Donc tout dépend en fait encore une fois du scénario en quelque sorte, et de la situation juridique à laquelle on est confronté. Voilà. Une autre question. Moi, je voulais déjà féliciter Philippe parce que l'exposé m'a paru très clair et très simple sur un domaine qui est hyper complexe. Pas facile. Donc, Ouais. félicitations. Pour les gens qui sont dans la salle, nous on est dans le numérique, j'avais une question en particulier. J'ai bien compris qu'il faut prouver le droit d'auteur si on veut pouvoir revendiquer la propriété intellectuelle d'un logiciel. Le droit d'auteur. Voilà. Oui. Quand on prend un stagiaire, est-ce que le stagiaire est considéré comme un employé ou non? Non, il n'est pas considéré comme un employé. Il faut vraiment régler tout ça en amont. Au niveau d'un stagiaire, ça va être l'école qui va du coup... au niveau du droit d'auteur, c'est lui qui va rester propriétaire de son droit d'auteur. Il faudra lui faire céder les droits d'auteur via des clauses pour... C'est ce que je voulais entendre. C'est-à-dire, il y a pas, généralement, on signe une convention où on dit confidentialité, et il y a des écoles qui ne mettent pas ça dans la convention, qu'il y a cession du droit d'auteur du stagiaire qui développe un logiciel. Si vous ne faites pas ça, le jour où vous allez devoir vendre votre boîte ou prouver, faire une licence, j'oublie, parce que c'est trop compliqué quand on est une start-up de vendre une licence. Et on va vouloir céder sa boîte et qu'il va y avoir l'investisseur qui va plonger dans le truc et qui va vous dire « Prouvez-moi que vous êtes propriétaire de ce que vous me vendez ». D'accord ? Et là, le stagiaire à qui vous n'avez pas demandé de signer le transfert de propriété, il vous plante tout parce que le logiciel n'a plus de valeur. Dès lors qu'on n'est pas salarié, voilà, il faut vraiment faire signer des clauses de cession des différents droits de propriété intellectuelle. D'autant que les conventions aujourd'hui de stage, pour faire le coup à ce que vous dites, d'autant que les conventions de stage aujourd'hui des écoles, qui sont en règle générale des écoles d'ingénieurs, que ce soit l'école des mines, que ce soit l'ISIMA, dans la convention les choses sont très claires, c'est tout appartient aux stagiaires. Ouais. Donc tout est déjà bien cadré, il faut, comme vous dites, anticiper la session. Ouais, parce que souvent, sinon, comme vous dites, on risque de se faire planter par un historique. Souvent, ils sont très très rigides à ce niveau-là, justement. Tout est déjà écrit et pour faire bouger les lignes, c'est très 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 compliqué. En matière de propriété intellectuelle, C'est obligatoire. Ouais. Vous ne prenez pas un stagiaire s'il ne vous cède pas les droits d'auteur. C'est aussi simple que ça. Et ça se fait au début, ça ne se fait pas après. Oui, tout doit être clair. C'est marqué sur une des diapos. Il faut vraiment que tout soit clair dès le départ. Je pense notamment à tout ce qui est recherche collaborative, la répartition, etc. Qu'est-ce qui appartient à qui. Tout doit être clair au départ. Parce que sinon, au départ, on se tape dans la main, etc. Tout va bien. Le jour où quelque chose n'est pas clair, un thème n'a pas été abordé dans le détail. L'un disait qu'il a mal compris la chose, que c'était à lui, l'autre... Ça, il faut vraiment que tout soit clair et précisément évoqué dans les contrats. Oui. Pour rester justement dans la continuité de ce que vous venez de dire, dans le cas où quelqu'un justement on voit souvent dans les entreprises, dans les startups, il y a une idée, donc il y a un cahier des charges fonctionnel qui est rédigé par le créateur, il n'a pas les compétences justement informatiques, il fait appel à un sous-traitant pour développer. Au moment où il demande, il fait faire des devis, donc comment en fait, juste au moment où il fait la demande, comment doit-il les rédiger en fait justement pour intégrer cette notion de cession même au moment du devis? Il faut vraiment aborder le sujet justement pour que tout soit clair dès le départ. Que la personne, si vous voulez la cession des droits d'auteur, il faut que ce soit clair dès le départ avec le prestataire extérieur. C'est au moment de la session, avant de... Il faut que déjà dans le cahier, que si on a déjà... De toute façon, en amont, il faut déjà régler cet aspect-là. Est-ce que la personne va vous céder les droits d'auteur? Si vous voulez, il faut que ce soit écrit dans le devis. Il fait une prestation et il vous cède donc le résultat le fruit de son travail, et également il vous cède les différents droits que vous avez évoqués ensemble. Il faut que tout ça soit réglé avant le début
de la prestation. Et puis il faut y aller par étapes, je pense aussi, comme tu disais, Philippe, c'est-à-dire qu'au départ, quand vous faites un appel d'offres, vous appelez donc effectivement plusieurs prestataires potentiels, je crois qu'il faut, comme vous disiez, un éminent prof au CEPI, pratiquer ce qu'on appelle le striptease du détenteur de savoir-faire. C'est-à-dire que vous vous dévoilez légèrement, mais vous ne dévoilez pas tout. C'est-à-dire qu'au départ, vous faites effectivement un premier cahier des charges à minima, dans lequel vous décrivez, je pense, les grandes lignes. Après, chaque situation est complexe. Et après, le gros cahier des charges, c'est une fois effectivement que vous avez choisi votre prestataire, et tout ça, vous le cadrez par des accords de confidentialité, par effectivement la contractualisation des relations avec vos prestataires, et dès le départ, comme on l'a dit, évoquer la cession des droits de propriété intellectuelle au bénéfice, je dirais, de celui qui commande la prestation. Dans Yes Cities, nous on a déposé notre marque, on a déposé des logos, plusieurs logos. On a l'intérêt de le faire, ça permet d'être présent sur ce volet-là déjà et d'être présent dans l'écosystème, de valoriser cette marque au niveau des classes. Et en fonction des types d'activités, en fait, ça permet de vraiment être visible et de se protéger, mais aussi de répondre à des initiatives externes qui existent. On ne connaît pas tout au niveau européen. Nous, on a fait un logo avec Yes It Is détaché en bleu. Il se trouve que le mot Yes est déposé par un opérateur télécom au Danemark. Et donc on a eu une demande en disant vous ne pouvez pas garder votre logo Yes bleu avec le Yes bleu alors que c'est Yes It Is, mais peu importe. Donc il y a ce genre de protection il y a un recours qui a été fait auprès de nous, ce qui fait qu'on a été obligé, en ayant déposé la classe télécom comme eux, en fait, de céder la classe télécom et de changer notre logo. Donc tout ça existe en fait. Donc, voilà. Donc, clairement, c'est un intérêt d'être bien positionné en amont, d'avoir un logo qui correspond à notre activité, à nos valeurs, et d'avoir des classes qui correspondent à notre activité et faire en sorte de les protéger. Donc, sachez que les autres marques le font. La preuve, voilà, moi l'entreprise Yes au Danemark Télécom, je ne la connaissais pas. Voilà. Et donc, de toute façon, voilà, on est devant le fait accompli, mais c'est quand même intéressant aussi d'avoir, nous, déposé des classes sur notre savoir-faire, la RFID, l'électronique, etc., et de pouvoir les protéger de la même manière. Voilà. Donc ça, ce volet-là est assez utile, et on dépose des logos dans la musique, dans voilà, différentes étapes de la vie de l'entreprise, et dès qu'on a un petit logo intéressant, on va avoir cette démarche de le déposer. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, sur l'aspect brevet, on a, nous, effectivement initié une démarche de déposer des brevets parce qu'on a une entreprise qui fabrique des composants électroniques innovants et qui fabrique des logiciels et des plateformes pour utiliser ces composants. Donc en fait, on est un peu sur les deux aspects. L'aspect logiciel, comme on l'a évoqué tout à l'heure, est beaucoup basé sur des composants open source, donc c'est très difficile d'aller déposer quelque chose. Par contre, l'aspect produit peut se décliner en brevet sur la dimension technique, mais peut aussi se décliner en brevet sur la dimension usage ou caractère inventif nouveau. Par exemple, on a déposé 2 brevets sur la musique, un concernant le dispositif électronique innovant, et un concernant l'usage et le brevet d'invention et la nouveauté entre un dispositif électronique et sa lecture pour écouter la musique. Donc qui est un nouvel élément dans le paysage d'écoute musicale. Mais tout ça, en fait, ça se travaille, on ne peut pas pour moi le faire seul. Il y a effectivement des acteurs qui sont spécialisés dans ce domaine, qui sont capables de nous aider à rédiger. Ça, pour moi, c'est très important de se faire accompagner. Derrière, on a déposé d'autres brevets dans le monde de la protection des marques, des marques par exemple de luxe, en particulier dans les vins et les spiritueux. On travaille des sujets autour des couteaux également, donc la tiare. Donc on a fait un certain nombre d'éléments et à chaque fois on se pose des questions de
quelle est la recherche d'intériorité sur notre sujet, est-ce qu'on a une place, oui, non, et ensuite ça débouche sur des rédactions, ensuite des dépôts. On parlait enveloppe solo aussi, le sujet de la musique, on avait même écrit une enveloppe solo en 2013 sur le sujet. C'est quoi une enveloppe solo? Une enveloppe solo, c'est un texte, on raconte des choses sur l'idée, et qui est numéroté, gravé, et fermé et gravé. Mais maintenant c'est tout électronique a priori, mais en 2013 c'était encore papier. Voilà. Et donc on avait écrit notre texte en disant on a une preuve d'idée. Donc on avait fait ça aussi. Ensuite, le volet électronique nous permet d'aborder des sujets en amont et donc d'apporter des nouveautés, donc de rédiger des brevets électroniques entre l'électronique et la chimie. On a pas mal d'activités dans ce domaine-là, en lien avec une activité qui est basée en Bulgarie, à Sofia. Et donc ça nous permet de développer des composants électroniques qui intègrent des capteurs de paramètres chimiques et dans des contextes techniques pour nos futurs clients. Donc on essaie d'anticiper et d'aller écrire des choses pour les protéger plus tard. Alors des idées comme ça, on en a beaucoup. Donc on se fait une sorte de liste. Puis on se dit celle-là on va la sortir à tel moment, celle-là on attend un peu. Voilà. Une sorte de stratégie autour de tout ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc il faut le faire aussi à bon escient et au bon moment. Est-ce que les composantes d'application font varier le prix? C'est-à-dire si tu dis j'ai des idées pour tel domaine, tel domaine, tel domaine, que c'est des éléments de variables du prix du brevet? Non. Okay. Non, pas vraiment. Non, je pense que c'est vraiment le fait de dire en gros, en moyenne il y a un volet taxe sur le brevet, il y a un volet je suis en France, je suis à l'international, et quelle est la dimension internationale et donc les prix, il y a de plus en plus de travail, plus on va vers l'international. Nous, il y en a certains qu'on a posés aux États-Unis, mais il faut effectuer les démarches. Voilà. Donc, tout ça, en fait, accroît le prix dans ce sens, plutôt dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas mettre plusieurs idées dans une seule enveloppe solo. On a tendance plutôt à saucissonner et avoir des éléments techniques de base et à traiter ça dans plusieurs applications, plusieurs brevets. Pourquoi il n'y a pas moyen de mettre une seule enveloppe solo et de mettre tout dedans? C'est une stratégie à avoir, mais nous on a préféré avoir vraiment le plus petit élément nécessaire et suffisant pour être identifié comme innovant dans la base de données. Voilà. Après tout le volet applicatif pour nous qui est basé sur de l'open source n'a pas vraiment de caractère innovant en tant que tel, donc on ne se pose pas trop la question en fait. On préfère se protéger sur le volet salarié, propriété intellectuelle et ce genre de choses plutôt que. Et c'est vrai que voilà, ça, sur le volet vraiment électronique et tous les produits qu'on imagine en fait, dans le monde de l'IoT par exemple, ça nous permet, voilà, on a 5 rédactions en cours à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. On a déjà déposé 4. Et ça vous permet de valoriser votre entreprise aussi. Quand on parlait de la valorisation d'une entreprise, le brevet c'est un actif. Donc c'est valorisable. Ça garantit à la fois vis-à-vis de vos financiers et vis-à-vis de vos clients que vous avez une sécurité pour vos clients. Sur le client, voilà, ça c'est ma solution, elle est brevetée et ça assure votre client par rapport à sa concurrence en fait. Donc en fait, c'est assez intéressant aussi de se protéger dans ce sens-là. Combien de temps ça prend les rédactions dont tu parles? On peut aller vite comme pas vite. Si on va vite, on écrit mal. Si on prend son temps, on prend son temps de bien faire. Donc après, tu as des éléments du type, si tu as un événement qui va divulguer ton invention, tu es obligé de rattraper le temps et d'écrire un truc très vite. Comme le CES, non? Comme au CES. Si tu as le temps d'écrire, il vaut mieux prendre le temps d'écrire. Clairement. Il ne faut pas divulguer.
Donc c'est le petit jeu. C'est parfois antinomique par rapport effectivement au fait qu'on veut évidemment communiquer sur pour être présent commercialement. Ouais. Et c'est là où effectivement il faut arriver à un curseur d'équilibre entre ce que l'on peut réellement dire, et comme je reprends ce que tu disais Xavier, c'est-à-dire ce qu'on peut légèrement communiquer sans pour autant trop le divulguer. Et c'est vrai que on a eu souvent sur le cas, sur des porteurs de projets qui employés par les salons, les manifestations, les prix, morceau. Et encore vous êtes dans le domaine, et encore vous avez une partie physique, mais où on met par exemple, on présente des prototypes sur un salon. Là ça commence à devenir très compliqué. Ouais, c'est clair. Il suffit de le montrer qu'il y a une photo qui soit partie dans la nature et c'est fini. Après, il faut sensibiliser parce qu'il y a des gens naïfs comme ça, ils ne savent pas, ils sont nouveaux dans le domaine. Après, il faut sensibiliser. Je trouve qu'il y a vraiment très peu de travail qui est fait là-dessus, notamment au niveau des universitaires, parce que c'est là qu'il faut aussi voir les gens. Ouais, je pense, effectivement. On est dans un monde quand même de protection et de l'international où les entreprises se protègent et ont les moyens en plus. Vis-à-vis d'une boîte de télécom au Danemark, on change le truc. Après, peut-être quand on sera, peut-être dans 10 ans, c'est nous qu'on fera une analyse et on dira, écoutez, vous arrêtez. Le rapport de force sera peut-être inversé. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Du coup, on a parlé du temps de la rédaction du dossier, mais après, derrière, pour avoir du coup, la validation, l'obtention du brevet, etc. Après, il y a un dépôt et une date qui fait foi. Donc, en fait, il y a la date de dépôt, il y a le rapport d'analyse au niveau de l'INPI, et ensuite, on a des délais de réponse pour avoir les réponses officielles sur l'officialisation du brevet final, s'il est accepté par le rapport d'analyse ou par les analyses INPI de toute façon. Donc il y a de toute façon des délais qu'il ne faut pas rater. Et derrière, ça permet d'être protégé. En tout cas, la date de dépôt fait foi, quoi qu'il arrive. Il faut compter en fait, pour faire écho à ce que vous dites, Emmanuel, il faut compter en fait entre 2 à 3 ans selon la complexité du dossier, le nombre de notifications, entre le moment où on dépose et on obtient la délivrance, c'est-à-dire le titre officiel. Mais cela dit, comme Emmanuel, on est protégé à compter du jour du dépôt. Et après, bien entendu, s'il y a des extensions à l'international, on repart effectivement pour des délais, notamment dans le cadre de la procédure PCT, où il y a effectivement une entrée en phase nationale qui intervient seulement 30 mois après la date du premier dépôt. Donc effectivement, on part sur plusieurs années, mais je crois qu'effectivement, comme le dit Emmanuel, le jeu en vaut la chandelle lorsqu'il y a un investissement derrière, de la R&D, et que on rassure aussi ses investisseurs et ses clients en finale. J'ai une question aussi, si en fait on a l'agrément du brevet après la publication, parce que la publication c'est au bout de 18 mois de la demande, non? C'est ça. Ouais. Donc ça veut dire que la publication peut intervenir même si finalement à la fin... Ah oui. Voilà, si le retrait n'est pas programmé avant la publication, plus tard dans les 15 mois qui suivent le dépôt, donc 3 mois avant la publication. Mais on peut dire qu'on ne veut plus la publication. Oui, on peut, mais bon, ça, il faut y avoir un intérêt. Mais sinon, oui, la demande est systématiquement publiée. Même si derrière, le brevet n'est pas peut-être pas. Et vous pouvez avoir du coup une protection qui est différente entre le moment où vous avez déposé et le texte initial et ce qui est réellement délivré à la fin. Voilà. Il y a des compléments, des ajouts, des modifications. Enfin, le texte initial reste le même, mais on peut. Il y a des dimensions de revendication qui peuvent évoluer. Voilà, il y a des choses comme ça. En fonction des antériorités qui sont relevées dans le rapport de recherche, qui est édité 9 mois après le dépôt et qui est publié au moment de la demande, en fait, 18 mois. Ce qui est le plus souvent le cas d'ailleurs. C'est rare qu'un texte déposé initialement soit le texte original. Nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on cite les antériorités qu'on a repérées et du coup, on explique pourquoi nous, on est différents en fait. Voilà. Donc ça permet aussi de... Est-ce que déjà, par rapport à sur lequel on posait en termes de bruit, ça a déjà permis de défendre vis-à-vis de certains concurrents? Est-ce que ça a commencé à servir de système de défense ou pas? Pas encore. Pas encore. Non. Pas encore. Peut-être.
Non, mais je sais pas, peut-être que les concurrents... J'en ai ciblé un qui peut effectivement tomber dessus et avoir des problèmes. D'accord. Là, il faut quand même dire une chose, surtout dans le domaine des objets connectés. La défense, rêvez pas trop. Hein, parce qu'on est dans un phénomène que les Chinois attaquent tous ces marchés de l'électronique. Hein, Huawei est le premier avec la 5G. Pour attaquer quelqu'un en contrefaçon, ça demande beaucoup d'argent. C'est pas très simple. Et France Brevet a été créé pour ça. Parce qu'au niveau français, on déposait des brevets, mais on n'avait pas les outils pour attaquer. France Brevet, ils ont eu 60 millions juste pour défendre les brevets. Donc une boîte comme YesITease, avoir une politique de brevet agressive, non. Par contre, de déposer un brevet pour pouvoir, valoriser la boîte, oui, parce que comme tu disais, vis-à-vis des clients et vis-à-vis des investisseurs, c'est quand même un actif, d'accord. Et puis deuxièmement, avoir le droit de produire. Moi je pense que, tu vois l'exemple de la musique, on va travailler avec Universal dans pas longtemps. Je pense qu'Universal va protéger du coup son projet vis-à-vis des autres. Dans ce cadre-là, je pense que... Voilà. Et là, l'Universal sera bien content de trouver ce qu'on a écrit, en fait. Voilà. Après, pour faire écho à ce que vous dites, effectivement, il ne faut pas perdre de vue que pour 1 euro, c'est en règle générale, la formule, l'équation qu'on donne. Pour 1 euro d'investi en acquisition de droits, c'est 10 euros de dépensés en termes de défense de droits. Donc effectivement, les contentieux peuvent tout de suite effectivement avoir des budgets, on va dire, très stratosphériques. Bon, cela étant, lorsqu'on a affaire à des grands, quelquefois une simple mise en demeure, je dis bien une simple mise en demeure, pour quelquefois suffire à recadrer les choses. Ouais. Lorsqu'on a une bonne pays, parce que ce soit Huawei, Amazon ou Apple, ils n'ont pas forcément demain envie d'avoir une mauvaise passe par rapport à une action en contrefaçon. Voilà. Maintenant, c'est vrai que c'est des dépenses qu'il faut voilà. Ouais, Une TPE, PME au départ, une start-up ne peut pas forcément se permettre de partir au combat dès le départ. Par contre, communiquer en disant qu'on a de l'API sur Internet, sur ses flyers, dans les salons, ça il faut, c'est clair, c'est fondamental. Parce que c'est comme ça que quelque part on se crée un bouclier politique, pour faire référence à des héros Marvel. Voilà. Voilà. Merci Manu. Merci. Pour répondre à la question de tout à l'heure, en fait, nous, historiquement, sur MyBus, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, on édite une application mobile qui fait à la fois de l'information voyageur pour les transports, pour les usagers des transports urbains, pour savoir où passent les véhicules, les bus, les trains, etc., à quelle heure, sur le plan, comment aller d'un point A à un point B. Donc sur cette partie-là, on est dans plus de 100 villes en France, 102 villes. On est l'application qui a le plus grand nombre de villes en France, devant des Citymapper, Movit, Transit, etc., qui eux s'occupent plutôt des très grandes villes et les autres, ils les laissent de côté. Et puis l'autre partie des fonctionnalités de notre application mobile, c'est de pouvoir acheter un titre de transport sur son smartphone, le valider sur son smartphone et se faire contrôler sur le smartphone. Avec une solution qui marche sur 100% des téléphones, pas des téléphones, mais des smartphones. Et donc, en fait, historiquement, ce qu'on a essayé de faire, enfin, on a eu un pré-diag. Je ne sais pas si l'outil existe encore, hein, je l'ai emmené. C'est une mission de conseil qui était subventionnée par l'INPI, qui avait labellisé un certain nombre de CPI qui pouvaient faire une mission. Donc, je ne sais pas si ça m'a coûté rien, c'était gratuit, c'est ça. Ouais. Donc, c'est 2-3 jours de conseil. Quelqu'un qui vient, qui balaye les interrogations que vous avez, qui vous sensibilise sur un certain nombre de choses que l'on ne pouvait pas. Ce que vous avez présenté tout à l'heure de manière assez sommaire. Donc on aborde un petit peu plus en détail ces points-là, et puis le CPI, après, voilà, regarde de son côté, gratte ce qui se fait, il fait un premier niveau d'analyse. Alors c'est pas l'audit super complet que peut se payer, voilà, mais nous, ça nous a permis d'avoir le pied à l'étrier, de détecter qu'on avait rien en termes de brevets. C'était pas pertinent de déposer. On aura peut-être eu quelques petites choses à l'époque. Aujourd'hui, ça serait peut-être pas le cas. On va s'y remettre là progressivement quand on aura, j'espère, bientôt fini notre levée de fonds. Regarder la partie brevetabilité. Donc en fait, on s'est concentré sur la partie marque et de voir ce qu'on allait pouvoir déposer. Et donc on s'est concentré en fait uniquement sur notre marque. Ce qui a accéléré les choses, c'est la participation au CES donc de cette année-là. Alors pour l'international, pour la France, en fait, chronologiquement, on s'est dit, voilà, la marque qu'on a déposée, c'est pas dur. C'est pas notre logo, c'est la marque. Donc c'est le nom avec un petit signe figuratif, je ne sais pas si j'utilise les bons termes.
Je regarde Xavier parce que c'est lui qui nous accompagne avec son cabinet, donc je dis pas de bêtises. Oui, marque semi-figurative. Marque semi-figurative. Marque semi-figurative. C'est ça. Donc ça, on l'a déposé en France, à l'Office français des... Voilà, l'INPI, l'INPI, pardon. par, Et à l'INPI, ils nous ont dit, il y a des risques, machin, etc. Il y a une opposition, c'est ça s'appelle comme ça? Non, des réserves. Une objection. Objection, voilà. Objection. Un rejet. Ouais. Donc non pour tout un tas de raisons. Donc en fait, nous on s'est dit plutôt que... On a fait une réponse à travers Xavier qui nous a accompagnés. On a donné un certain nombre d'éléments pour dire, mais nous on pense qu'on est fondé à, mais comme on y croyait moyen, en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Alors ça marche pas à chaque fois, mais puis il y a des risques. En fait, on a déposé au niveau européen, donc c'est un coût supplémentaire. Donc on a déposé au niveau européen sous priorité française, c'est ça s'appelle? C'est bon. C'est ça. Et en fait, derrière, donc ça nous a permis, donc, dans je sais pas 4 ou 5 classes, de protéger cette marque-là au niveau européen, y compris la France. Ce qui veut dire, et c'est ce qui s'est passé, c'est que, alors même que notre marque, on n'a pas pu la protéger au niveau français, en passant par le niveau européen, ça nous a permis d'être aussi protégés pour la France. C'est un truc bizarre, c'est comme ça, donc voilà. Tant mieux pour nous. On a serré les fesses pendant les, je sais pas, 12 mois, c'est ça Ouais, quelques semaines. Oui. Voilà, enfin, où on peut avoir des objections de la part de n'importe quelle entreprise qui avait une marque, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, l'équivalent du danois avec le yes pour nous, nous il y a des choses qui étaient assez proches, personne n'est sorti du bois entre-temps, donc ce qui veut dire que notre marque, elle est effective et on peut potentiellement, éventuellement, s'opposer à quelqu'un d'autre qui viendrait sur une des classes, avoir un nom propre, propre à son activité, proche de la nôtre, qu'on pourrait juger préjudiciable pour nous, donc on pourrait inventer une action, etc. Donc voilà, en fait, ça c'est ce qu'on a fait, avec un process qu'on découvre. C'est pas très cher, beaucoup moins cher que les brevets, enfin on l'a vu tout à l'heure, vous mettiez des petits dollars. C'est voilà, déposer une marque Maybus au niveau soit national, soit au niveau européen, c'est vraiment pas très cher. Donc autant le faire. Ça veut dire quoi, pas très cher? Je sais pas, ça dépend des classes, etc. C'est entre 500 000 et 1500, 2000, 2005, ça dépend. Enfin, si vous faites faire beaucoup de recherches d'antériorité ou pas avant, ça dépend du travail volumineux ou pas, enfin, du cabinet par lequel vous passez, ça dépend de pas mal de choses. Je vous donne pas le tarif exact, je vous inviterai à aller voir Xavier, et puis, il vous fera des devis. Voilà. Mais c'est pas mon... Voilà. Enfin, ça reste, par rapport à l'avantage que ça reste vraiment modeste, quoi. Et par rapport à un brevet notamment, c'est indispensable, des brevets, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher. Donc si vous êtes en amorçage et que vous avez à peine levé des fonds ou très peu, c'est vrai que sortir plusieurs milliers, 10 ou 15 000 euros, ça devient compliqué des fois. La marque, c'est plus supportable. Je parlais du CES tout à l'heure, en fait, nous, on a aussi, parce qu'on a aussi cette volonté-là de se développer à l'international. Et ce qu'on a fait de manière un peu accélérée avant fin 2017, c'est qu'on a essayé de regarder est-ce qu'on allait déposer notre marque aux États-Unis, enfin Amérique du Nord, États-Unis d'un côté, puisque ce pas les mêmes organismes qui gèrent les brevets, États-Unis d'un côté et Canada de l'autre. Et on a alors les CPI en France, donc Xavier, mais en fait en général, même si c'est des cabinets qui n'ont pas 50, 100 salariés, en fait ils ont des correspondants à l'étranger, ils fonctionnent comme ça. Et en l'occurrence, Xavier a sollicité avant qu'on dépose officiellement notre marque aux États-Unis, à tâter le terrain un petit peu, avec l'équivalent d'un CPI là-bas, qui lui a dit non, laisse tomber, il va y avoir une opposition, c'est sûr, pour telle et telle raison. Donc en fait, on a fait le choix de dire on va au CES, avec notre marque, on avait un stand, etc. Et puis s'il y a quelqu'un qui me dit non, mais vous n'avez pas le droit, contact, si un jour on sera sur le marché américain, on ira sous un autre nom, probablement. Et en plus, on le fera probablement sous un autre nom. Par contre, sur le marché canadien, il n'y a pas eu d'alerte avant le dépôt, donc en fait on a déposé, et je crois qu'on est arrivé au... Pour le moment, la procédure suit son cours. Ouais, après, je m'autoriserai juste en complément de ce que dit Franck, c'est voilà, par rapport aux États-Unis, enfin après voilà l'intérêt, mais je fais aussi écho à ce que disait Emmanuel par rapport au conseil en brevet, l'intérêt qu'on peut avoir en tant que PME à travailler avec des spécialistes, c'est que voilà, on a nos réseaux de correspondants et on a quand même une connaissance des spécificités, des procédures de chacun pays. Aux États-Unis, il faut savoir que quand vous déposez une marque, vous pouvez être notifié simplement sur le fait que votre marque est indisponible, ce qui n'est pas le cas en France. En France, vous serez notifié seulement dans le cadre d'une opposition, si une tierce personne se manifeste. Aux États-Unis, l'examinateur va par exemple se dire non, écoutez, cette marque MyBus, vous ne pouvez pas la déposer, parce que dans Tennessee, il existe déjà une entreprise spécialisée dans les transports qui s'appelle MyBus.
Donc à partir de là, au vu de cette analyse, effectivement, la recommandation a été de dire à Franck que non, c'est pas la peine de claquer quelques centaines de dollars pour effectivement une protection qui va tomber comme lettre morte dès le départ, alors qu'au Canada, on avait effectivement, l'Office a une autre approche, et au Canada, on avait effectivement un boulevard, c'est le crédit. Je te rends la parole. Voilà. Et du coup, là, tu parles de la marque, c'est uniquement ce que vous avez protégé. Ouais, parce qu'en fait, nous, dans l'application en elle-même, on développe beaucoup de choses. Hein. On n'est pas parti de WordPress pour faire un site web. Mais malgré tout, il y a forcément des morceaux de code, de fonctionnalités à certains endroits. Enfin, il y a des milliers de fonctionnalités dans notre application. On a agrégé un certain nombre de choses, mais sur le côté algorithme, sur une des fonctionnalités, que je ne vais pas détailler là, mais on pourrait peut-être regarder. Voilà, on le fera probablement pour déposer un brevet, mais à l'époque c'était trop tôt et on l'a pas jugé pertinent. C'est pas tant le prix que la pertinence de déposer un brevet, parce qu'il y avait une grande chance qu'on puisse pas déposer grand-chose. Ce qui va être différent dans l'année qui vient, parce qu'on implémente beaucoup de nouvelles fonctionnalités et ça va devenir intéressant. Ce sera intéressant d'avoir le retour de MyBus à ce moment-là, de comment on protège des fonctionnalités d'une application. C'est pas évident. C'est pas évident. Je complète sur la surveillance aussi derrière, parce que là, quand on a déposé, il y a aussi, maintenant qu'on a déposé au niveau européen, on a tout un tas de petits concurrents, camarades ou autres, qui font plus ou moins des choses qui peuvent se rapprocher de ce qu'on fait. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a un petit... tous les CPI, j'imagine, ont ce service-là, c'est-à-dire que vous prenez un abonnement, pour le coup, ça coûte vraiment pas cher, et eux, avec des outils semi-automatisés, sourcent tout ce qui peut être déposé sur la zone, donc nous, c'est au niveau européen, source toutes les marques qui peuvent se rapprocher de la vôtre et vous envoie une petite alerte avec au passage un petit mail qui dit non mais on a regardé, c'est pas la peine de donner suite, mais pour info, tiens, il y a un tel qui a fait ça à tel endroit. Donc ça permet de faire une veille sans avoir à recruter un juriste dans son structure, etc. Et là encore pour un coût modeste. Ça, c'est assez rassurant. Donc on en reçoit 15 jours, 3 semaines, peut-être un mois des fois, ça dépend. Oui, l'objectif, en fait, paradoxalement, c'est de ne pas en avoir, au fond. Bah oui, le moins on en a, c'est une assurance, la surveillance. L'idée est d'être toujours dans les avis négatifs, mais de ne pas recevoir de rapport de surveillance. Et effectivement, lorsqu'il y a un rapport qui, lui, au contraire, est positif, mais dans le mauvais sens du terme, on recommande effectivement aux clients à ce moment-là, mais ça, je parle au nom de tous les confrères, c'est effectivement d'envisager une action, soit une opposition, une mise en demeure, enfin en tout cas d'être un peu plus offensif et de ne pas laisser la fleur s'épanouir, sinon après... C'est ce qu'on doute, parce que ça veut dire qu'après ça devient chiant de après c'est le contentieux judiciaire, et c'est les poignées de main des avocats, c'est un peu plus onéreux. Puis à côté... C'est vrai, voilà, c'est connu. À côté de ça, on a fait tout un tas de dépôts de noms de domaine, beaucoup de noms de domaine, énormément, parce que tant en France qu'à l'étranger, ça peut aider. C'est pas un brevet, un nom de domaine, mais ça peut énormément aider. Et donc on a fait, on en a des dizaines de déposés, à la fois des choses qui sont proches de ce qu'on fait aujourd'hui, puis des choses qu'on sent qu'on va aller par là demain. On n'en est pas sûr, mais c'est pas les quelques euros que ça coûte, ou les quelques dizaines par an d'euros que ça peut coûter en déposant tout un tas de noms de domaine. On est bien content derrière de l'avoir fait précédemment. Mais ce sont des actifs néanmoins. Ouais. Ce sont des actifs. Là aussi, dans le numérique, si tu n'as qu'un nom de domaine, en termes de crédibilité par rapport à des partenaires, des investisseurs, alors tu peux en réserver beaucoup plus, il faut trouver la part des choses, mais c'est vrai que cette stratégie-là, je pense qu'elle est... Et en termes de com et de visibilité, les usagers, quand ils identifient une marque, pas de détails, dans Google, quand vous recherchez, si vous connaissez le nom d'une marque ou d'un service, vous tapez ce nom-là. Si votre site internet il ne porte pas le nom du produit, donc ça ne marche pas. Ne serait-ce qu'en termes de com, c'est super important. Donc nous, on a déposé beaucoup de noms de domaine autour de ça, pour essayer de nous protéger autour de ces noms-là. Et puis c'était pas tout. Il me semblait que les marques, il fallait aussi les utiliser pour qu'elles soient valables. Oui, nous on l'utilise. Oui, parce que quelqu'un qui
dépose plein de donc, marques. ouais, voilà, qui ne les utilisent jamais. Je n'utiliserai pas les bons termes techniques, mais si vous arrivez avec une marque qui est quasiment la même et que vous l'utilisez, vous voulez vraiment l'utiliser et que quelqu'un il fait le mort depuis 5, 10, 15, 20 ans, potentiellement, vous avez, voilà, ça vous donne des facilités pour avoir le droit d'exploiter. C'est pas un blanc-seing, mais c'est beaucoup plus facile. Oui, en France, en Europe, les marques, mais un peu partout dans le monde, hein, les marques sont soumises à une obligation d'usage. Après, c'est des procédures qui changent en fait. C'est qu'effectivement, si vous déposez de manière préventive des marques et qu'au bout de 5 ans, consécutivement à l'enregistrement, elles ne sont pas exploitées, vos droits sont fragilisés. C'est-à-dire que si à ce moment-là, vous engagez une opposition, la partie adverse, si elle est bien accompagnée, la première des choses devant l'INPI, ça va être merci de nous fournir des preuves d'usage de votre marque, et si les preuves d'usage ne sont pas fournies, l'opposition est stoppée direct. C'est ce qui est arrivé là récemment pour le compte d'un client. La bouteille de champagne au frais, c'est bien. Mais voilà, il faut prendre conscience que quand on engage des oppositions, il faut quand même que quelque part derrière on ait quelques billes, au premier rang desquelles l'exploitation de sa marque, c'est fondamental. Parce que sinon on risque de se retrouver dans la situation de l'arroseur arrosé. Et pour Bus, la marque est exploitée, donc c'est parfait. Ouais. Pour la levée de fonds, donc pareil, Emmanuel, lui, il a la chance d'avoir terminé sa levée de fonds. Nous, pas tout à fait, mais c'est important, quoi. Nous, on n'a pas de brevet, mais on a des marques et ça fait partie des choses qui sont regardées. Après, vous pouvez lever des fonds sans avoir de marque ou de brevet, hein. Il y en a plein qui font ça, peut-être même une majorité. Mais si vous arrivez, c'est une petite brique supplémentaire qui fait que, voilà, si vous avez un concept super intéressant, je mets de côté la partie brevet, mais si vous avez une marque, une belle marque qui est très parlante, avec un super bon projet derrière, les investisseurs ils vont vous regarder, voilà, c'est une petite case verte cochée supplémentaire qui fait que ouais, ils ont su se protéger, ils sont protégés. Apparemment, on est tranquille pour exploiter la marque France ou Europe, ça les rassure. C'est pas tout. Je voulais juste savoir, est-ce que vous pouvez, avec un tel logo, utiliser par exemple pour les trams Alors, dans l'absolu, vous pouvez appeler votre entreprise n'importe comment et puis utiliser. Voilà, nous on exploite à Clermont depuis peu de temps. On vend des titres de transport pour le tram. Alors, pour l'instant, c'est que les titres unitaires. Les abonnements devraient arriver normalement. À Rennes, on va lancer une expérimentation dans le métro en début d'année. Voilà. Après, il faut regarder ce qu'on appelle les classes, donc les catégories de marques dans lesquelles vous déposez votre marque. Tout à l'heure, on parlait de télécom, etc. On ne peut pas vous le citer de tête parce qu'en plus, c'est des libellés, en plus, vous pouvez les personnaliser. Mais votre marque, donc moi, ce que je vous ai montré tout à l'heure, on l'a déposé dans 4 ou 5 classes. Et les classes, c'est ces fameuses catégories, genre, je sais pas moi, applications mobiles, etc. Ou comment ? En classe 9. Classe, voilà, je même plus que la classe 9 de ce qu'il y a dedans exactement. Mais en fait, je protège ma marque pour tel type d'activité. Donc si quelqu'un d'autre, donc genre, n'importe quoi, application mobile pour le transport, c'est pas comme ça, mais c'est séparé en plusieurs classes. Mais, ce qui veut dire que vous pouvez opérer, même si elle s'appelle MyBus, MyTram ou je ne sais quoi, vous pouvez opérer en étant protégé avec cette marque-là, votre application dans d'autres secteurs que les transports en bus. Je ne sais pas si ça répond à votre question. En fait, ce que dit Franck, c'était important, je m'autorise juste cet aparté, c'est que Philippe le disait tout à l'heure, autant en matière de brevet, la rédaction est indispensable et doit être confiée à un professionnel, sauf être averti dans le sujet. En matière de marque, on aurait tendance à dire qu'effectivement, aujourd'hui, aller à l'Internet avec les dépôts en ligne, la formalité est simpliste. C'est vrai que je ne suis pas contesté que le dépôt ne présente pas de complexité particulière, si ce n'est qu'il faut créer un compte sur le site de l'INPI, par exemple. Mais là, ce qui avait été vu dans le cadre de la procédure qui avait été initiée avec MyBuzz, c'est qu'on avait identifié des antériorités. On avait identifié des marques MyBuzz dans des domaines en lien avec l'organisation de voyage, le transport. Donc il fallait, au travers de la rédaction de ce libellé, essayer tant que faire se peut de ne pas aller en friction avec ces marques antérieures. Donc là, effectivement, il y a quand même un petit travail d'expertise à réaliser pour à la fois bien protéger l'activité, le périmètre d'activité de l'entreprise et de la marque, et en même temps éviter ces frictions. Et avoir un libellé personnalisé, comme le dit Franck, permet aussi d'avoir des billes en temps utile pour pouvoir négocier d'éventuels accords de coexistence. Tout à l'heure, c'est ce que disait Emmanuel, il y a peut-être eu un retrait de leur marque, je ne sais pas, je ne suis pas versé dans le dossier, et on peut essayer de négocier des accords de coexistence de marque contractuellement en périmétrant de part et d'autre l'usage des marques. Donc voilà, c'est important, je dirais, en amont peut-être effectivement d'accorder un petit peu d'importance à cette phase pour pouvoir mieux se protéger ensuite en aval et pouvoir mieux faire opposition aussi dans le cadre d'éventuelles surveillances de la marque. Et ça, on n'aura pas su le faire nous-mêmes. En fait. Donc, je sais qu'il y a des entreprises, des startups, pour raison d'économie, etc., parce qu'on est à 1 euro près, et pas seulement parce qu'on est auvergnat.
on dépose une classe avec le libellé standard, et en fait, une fois, ça nous protège mal, quoi. Enfin, nous, si on n'avait pas été accompagnés, alors c'est Xavier, mais il y a tout un tas d'autres CPI, hein, mais si on n'avait pas été accompagnés, on n'aurait pas mis les bons libellés, et on aurait été moins bien protégé qu'en mettant un libellé de classe standard. Alors j'avais une question, est-ce que, enfin je sais pas si tu peux répondre, est-ce qu'une raison sociale d'une société, ça peut jouer un petit peu le même rôle qu'une marque? La dénomination sociale, en fait, c'est le nom patronymique de l'entreprise. En tant que tel, la dénomination sociale, au même titre que le nom commercial, l'enseigne à des échelons moindres, est protégée par un droit d'usage. Pour ce qui est de la dénomination sociale, la protection est acquise sur l'ensemble du territoire national. Et donc, par principe, quand on crée une entreprise, qu'on dépose une marque, on se doit également de vérifier la disponibilité de son projet par rapport également à ses signes distinctifs. Et il faut éviter de prendre en tant que marque ou en tant que nom de société le nom d'une entreprise déjà immatriculée au registre du commerce qui exerce son activité. Donc une recherche d'antériorité doit être idéalement la plus large possible. Parmi les marques, les noms de société, également les noms de domaine qui pourraient être actifs et identifier un site internet avec une activité identique. Mais est-ce que ça veut dire que si on souhaite rester sur le territoire français, la raison sociale suffit? Alors attention, la raison sociale ne va pas avoir la même fonctionnalité que la marque. La marque identifie des produits ou des services afin de se distinguer de la concurrence. Donc on a une protection qui est bien spécifique et surtout qui vous donne le droit d'agir en contrefaçon de marques identiques ou similaires. Le droit d'usage que vous confère la protection de la dénomination sociale vous permet d'agir principalement sur le terrain du droit de la concurrence, donc concurrence déloyale ou concurrence parasitaire. Les bases juridiques de l'action ne sont pas les mêmes. Il faut prouver une faute, un préjudice, un lien de causalité entre les deux, alors que l'action en contrefaçon est plus facile à mettre en œuvre déjà. Et ensuite, par contre, une dénomination sociale va vous permettre d'engager une action en annulation d'une marque si cette marque est antériorisée par votre dénomination sociale. Donc vous avez également ces leviers juridiques qui vous permettent de demander l'annulité d'une marque. Donc vous n'aurez pas de dommages d'intérêt, mais par contre, la bête sera tuée dans l'œuf. Excusez-moi, c'est un peu choquant ces images, mais ça a l'avantage d'être clair. Bien, merci beaucoup Franck également pour ce témoignage. Merci à tous nos intervenants.